Salut à tous, épisode 72, l'auto-soudal, on continue, on va très clairement avancer le plus vite possible vers la Vuelta, qui est un vrai objectif là, avant de voguer vers le championnat du monde et évidemment le Tour de Lombardie qu'on attend avec impatience. Je passe un petit message. Si certains d'entre vous s'y connaissent en termes de micro pour parler là, pour s'enregistrer, j'attends vos conseils avec impatience car je n'y connais absolument rien et j'aimerais un petit peu upgrade mon micro. Voilà. Parenthèse refermée, on va se dire un mot de l'actualité pendant le début du Tour de Pologne. L'actualité toute fraîche au moment où je commente, je suis mercredi 17 avril le soir. C'est ce magnifique final entre quatre hommes. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. On a Mathieu Van Der Poel qui est allé ramasser la flèche Brabanson après avoir attrapé un à travers la Flandre, après avoir fait quatrième du Ronde van Vlaanderen, au nez à la barbe de Alaphilippe qui revenait de blessure. Je pense qu'il s'est rassuré. Hein. Il s'est rassuré en vue des Ardennaises, le triplé. En tout cas, le triplé. En tout cas, l'Amstel, la flèche et Liège, hein, parce que le triplé, bonjour, hein, faut se lever quand même tôt pour le faire, mais il est quand même pas non plus le dernier des derniers qu'on peut pressentir pour ça, hein, on verra bien, ça va être excitant. Tim Wellens tenant du titre, et Michael Matthews qui a été un peu gêné pour le sprint par une rambarde. Ok. Je vous pose une question, n'avez-vous pas l'impression, en assistant en cette année 2019, on est un peu en fin de période de classique, hein, faut quand même pas se mentir, hein. Je sais c'est triste, mais est-ce qu'en cette fin de période de classique, vous n'êtes pas en train d'assister à un truc du style révélation de quelqu'un qui va peser pendant supra longtemps dans le cyclisme? J'ai nommé Mathieu Van Der Poel. Moi, la dernière fois que j'ai eu cette impression de quelqu'un qui allait vraiment peser, je me souviens, c'était en 2010, là, Peter Sagan, quand on a commencé tous à le découvrir, à découvrir ce type totalement incroyable, totalement mutanesque. Et puis là, il y a un Van Der Poel qui émerge. On l'annonçait énorme, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il est encore plus énorme que ce qu'on pouvait éventuellement imaginer. Voilà, vous donnerez vos avis. Mais ce Mathieu Van Der Poel, qui peut s'imposer sur des tas de profils différents, que ce soit un Tour des Flandres, hein, où il était vraiment un des trois plus forts, et que ce soit également un, pourquoi pas une Amstel, hein, où sincèrement il va falloir compter sur le garçon. Voilà, moi j'avais envie de vous en parler. Euh, c'est honnêtement un phénomène, le gars, c'est un phénomène à suivre. À suivre, parce que, toujours pareil, les conclusions hâtives, il faut s'en méfier. Donc on va continuer à observer le garçon, et puis on va bien voir ce que ça donne. Alors sur ce Tour de Pologne, on a... Allez, ça commence à être intéressant. En fait, il s'est pas passé grand-chose pendant les 4 premières étapes. Hein. Je vous ai fait des résumés super courts, hein. C'était volontaire de ma part. Résumé super court quand même, montrant le vainqueur. Ok, on a vu que ça s'était un petit peu battu entre sprinters, mais allez, l'étape 5, elle commence un petit peu à être intéressante. Elle est sur un parcours qui est que l'on va répéter 5 fois. Et bon, je me suis dit, allez, Wout van Aert, Björk Lambrecht sont a priori les deux auxquels je pense pour le général, parce que Bettiol est un petit peu hors de forme. Bettiol, il est en fin de préparation pour deux classiques que je vise très clairement avec lui. C'est la Cyclassics de Hambourg et la classique de Bretagne à Plouay. Donc Bettiol, c'est vraiment ça que j'ai en tête pour lui. Donc là, on peut pas le faire briller réellement. On va tenter quelque chose avec Wout van Aert, sachant que Björk Lambrecht s'est un petit peu sacrifié pour son aîné. Et Van Aert, c'est pas parce que je le laisse partir qu'on va arrêter de le tenter de le faire gagner, hein, le garçon. Hein. Moi, j'ai un respect infini, j'adore ce coureur, donc je veux pas commencer à le mépriser. Bref,
On s'est fait damer le pion par Pierre Roland. Pierre Roland qui prend le général, puisque le général jusque-là il n'était pas du tout défini. Du coup on est 4 et 6 avec Van Aert et avec Lambert. Bon, c'est pas non plus super réjouissant, on sait que tout va se jouer sur la 6ème étape, parce que la 7ème elle est assez anecdotique. Et en fait, il va y avoir un coup de théâtre. Ouais, vous avez bien vu. Coup de théâtre total. C'est la blessure de Wout van Aert. Oui, blessure consécutive à une chute et nécessitant évidemment son abandon. Ouais, c'est vraiment pas sympa. Surtout que je peux déjà vous donner l'info à ce stade-là. Hein. Wout van Aert, on le reverra pas de la saison. Voilà. C'est une clavicule. C'est annoncé fin septembre. On peut compter mi-octobre. On peut compter que c'est terminé pour Wout van Aert. Donc c'est dommage parce qu'en fait, cette année et la précédente, il se sera à chaque fois blessé de manière très très grave sur la toute fin. Et puis, je vais tenter le va-tout avec Lambert parce qu'en fait, ça aurait été une course totalement épuisante. Totalement épuisante. Lambert se sera dégagé. J'ai attaqué à un moment donné en filou parce qu'il n'avait pas grand chose de retard. Hein. Au final, c'est Patrick Conrad là, qui va arriver troisième, qui était le principal opposant. Toujours les podiums rigolos là, avec des plantes. Et du coup, Lambert va prendre le général comme ça à la 6ème étape. Je vous ai dit à l'épisode 71 que Björn Lambert, j'avais du travail pour lui à l'avenir. Et si on le re-signait, c'était pas pour faire joli. C'était parce que c'était un produit Lotto Soudal, d'une part, et parce qu'en plus, le gamin était prometteur de chez prometteur. Donc à partir de là, Lambert, on n'a pas fini d'en discuter. Degenkolb, le pauvre Degenkolb, qui va évidemment se faire damer le pion. Je dis évidemment parce que c'est un petit peu récurrent. J'adore John Degenkolb. J'étais en furie totale le jour où il gagne Paris-Roubaix. J'étais aussi assez ému le jour où il gagnait Milan-San Remo. Et puis cette carrière qui est brisée par une blessure à l'entraînement. Bref, on se souvient tous. Hein. C'était affligeant et certes, il a regagné sur le Tour de France l'an dernier une étape assez jolie. Mais John Degenkolb n'est plus John Degenkolb. Donc il faut se faire à l'esprit aller. On va au Benelux. Je fais une petite allusion à ma vidéo qui n'existera jamais. Certains l'ont vu. Hein. De débrief de Paris-Roubaix, là, qu'on m'a supprimé parce que j'ai été totalement... il y a eu de la délation. Il y a eu des gens qui, visiblement, mes vidéos... visiblement, ça les dérange, en fait. Ça les dérange qu'un petit youtubeur de pas grand-chose, qui en plus ne monétise pas, puisse comme ça avoir 7,7K vues sur un Tour des Flandres. Je pense que ça a peut-être énervé des gens. D'ailleurs, c'est amusant. Je pensais jamais qu'il y aurait un tel nombre de vues. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va recommencer pour Paris-Roubaix. On va faire un peu plaisir à tout le monde, puisque manifestement, cette vidéo était vue. 30% étaient aux États-Unis. Même 15% au Brésil. Quoi. Ça paraît totalement aberrant. Je pense à des expats, je sais pas. Truc de fou, en fait. Vraiment, Canada, Afrique, le monde entier en fait. Le truc était complètement dingue. Je pense c'est surtout parce que c'est des pays en fait qui n'ont pas la retransmission de la course, hein, bien évidemment. Pas se prendre pour un autre. Donc j'ai dit ouais Paris-Roubaix, allez tu refais machin. J'ai bossé comme un taré tout le dimanche pendant même la course déjà pour m'avancer et puis grosse douche froide. Bon ok, j'en parlerai plus. J'ai compris que c'est totalement mercantile. C'est une histoire d'argent. Eh bien écoutez, laissons l'argent où il est. Laissons l'argent à ceux qui l'aiment. Moi, je vais vous parler de cyclisme et j'ai trouvé que cette victoire sur Paris-Roubaix de Philippe Gilbert, outre le fait qu'elle soit phénoménale et qu'elle vienne comme ça, quasiment couronnée à 36 ans, une carrière quand même super rare, hein, faut quand même le dire. Hein. Cette victoire, j'en ai parlé avec un ami, on était un petit peu d'accord. Une question d'endurance. Philippe Gilbert, il est allé bâtir cette victoire sur son endurance. Parce qu'au début de sa carrière, en tout cas
au moment de ses débuts professionnels, c'était un puncher exceptionnel. C'était un puncher qui était très correct sur pavé, mais qui n'avait pas du tout à ce moment-là le niveau pour aller chercher un Paris-Roubaix, pour aller chercher un Tour des Flandres. Et puis le mec, il gagne son Paris-Roubaix 2019. Pour moi, il le gagne vraiment sur l'endurance. Voilà. Je suis assez admiratif de ce qu'il a fait. Bon, il faut quand même aussi tirer un coup de chapeau à Nils Politt, hein, parce que ils sont tous les deux presque co-vainqueurs de ce Paris-Roubaix. Faut pas oublier le deuxième, parce que là, c'est un deuxième vraiment super méritant, hein. N'oublions pas. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que grand amateur de Philippe Gilbert, j'étais très heureux dimanche 14 avril 2019. Voilà. Et puis maintenant, on attend tous Milan-San Remo. On aura le temps d'en reparler. Milan-San Remo 2020. On va tous attendre ça pour voir s'il va le faire ou pas, dans quelle équipe. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Vous avez vu cette étape, j'ai essayé avec le vent qu'il y avait, j'ai essayé de faire des bordures. Parce que on est sur Tour du Benelux, et évidemment, on a switché après le Tour de Pologne. Et sur le Tour du Benelux, vous avez évidemment certaines étapes sur lesquelles, bon, bah, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, hein, il n'y a rien à faire, hein. Donc s'il n'y a pas de vent, bah, regardez, exemple typique, résumé très bref, on va pas aller se raconter des histoires, il n'y a pas de vent, bon, eh ben, on va emmener notre sprint avec Wellens, Degenkolb, Tige Benoît. Et pour qui la victoire? Eh, pas pour nous. Eh, pas pour nous. Mais c'est pas grave, Phil Bauhaus en patron. Au moins, on est allé chercher une petite bonif avec Degenkolb, et vous allez voir que cette petite bonif avec Degenkolb, eh ben, lui rapporte un classement honorable. Classement honorable en attendant l'étape 5, toujours du plat, encore du plat. Ouais, mais sauf que cette fois-ci, il y a du vent. Alors vous savez, quand il y a vent de face, comme ça, moi, j'ai envie de provoquer des trucs. Je vous avais promis que je parlerais de bordure. C'est peut-être l'occasion ou jamais. J'ai fait un petit peu jouer la carte de la discrétion pendant les 3 quarts de l'étape, en me disant que si bordure il y avait moyen de provoquer, alors autant la provoquer dans les 30-40 derniers bords, afin que derrière ça n'ait pas la possibilité de revenir et qu'on élimine vraiment des gens en fait. Voilà. Vent de 3 quarts face, très important là sur le coup. Vent de 3 quarts face, vous avez vu, on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver. J'ai roulé, hein. J'ai roulé, j'ai mis les mecs en file indienne. J'ai essayé comme ça de faire lâcher des types. Le résultat, il est quoi? Il est que on a eu coup de main de quelques équipes. On voit la Bahrain Merida de Peter Sagan, n'oublions pas, hein. Évidemment, la Quick Step, bah oui, évidemment, Quick Step est toujours là, de toute façon, hein. Donc, on va dire qu'à 3 équipes, on a réussi à vraiment faire du boulot, à tel point que regardez ce qui va se passer sur la toute fin d'étape. Degenkolb va emmener Tige Benoît pour aller chercher cette étape qui était vraiment réservée aux gens les plus costauds à l'eau. Quand on appelle costaud, chez Lotto Soudal, il y en a un qui répond, c'est Benoît. Et d'ailleurs, Degenkolb, hein, c'est pas le dernier, hein. Donc très bonne affaire de l'équipe Lotto Soudal là, sur ce Tour du Benelux, puisque avant l'étape 6, on sait que 6 et 7 sont essentiels, hein, mais avant l'étape 6, on a chopé le maillot et on a marqué déjà un petit peu les esprits. Alors voilà, j'étais content de cette bordure, voilà, il fallait qu'on en parle. Je trouve que c'est super rigolo à Pro Cycling Manager de pouvoir comme ça jouer sur l'effet du vent, et voilà. Donc, ok, on a eu un début d'étape un poil troublé par 2-3 chutes. Oh, presque rien pour nous. Juste Wellens et Benoît. Mais bon, on est très loin de l'arrivée, donc il est évident qu'on va faire ce qu'il faut pour rentrer. Voilà, c'est chose faite.
Elle est super rigolote, cette étape 6 du Tour du Benelux. Pourquoi? Parce que c'est un peu, attention, toute proportion gardée, ça aurait un petit peu un profil général de flèche wallonne. Oui, attention, je sais, il y a une côte de la Redoute. Je sais, vous inquiétez pas. Ce serait une flèche wallonne qui, évidemment, au lieu de terminer au mur de Huy, terminerait par la côte de la Redoute. Parce que c'est ça qui va être le lieu du final, ça va être la côte de la Redoute. Donc c'est super rigolo, c'est un concept génial de la part des gens qui avaient créé ce tour du Benelux cette année-là. Je l'ai plus en tête, je vous l'avais dit dans l'épisode 52, quelle était l'année de ce tour du Benelux que j'avais choisi, mais en tout cas, on termine par la côte de la Redoute. C'est assez sympathique. Allons-y, on va essayer de placer nos gens. Peter Sagan est parti. Peter Sagan, il a les dents longues sur ce tour du Benelux, alors on va essayer de faire ce qu'il faut pour essayer d'aller voilà, faire le taf. Wellens, Benoît, on a l'habitude, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire dans la partie, pour ce qui est d'aller comme ça, s'emmener l'un l'autre. Allez, victoire de Tige Benoît, le copain est content, il lève les bras. On a été marqué des points importants là dans l'optique du classement général. Regardez, 1 et 2. Et puis, ce qu'il faut bien voir à ce stade-là, c'est que l'étape 7, eh bien oui, elle est, je dirais, traditionnelle. Elle est traditionnelle avec une arrivée à Gerhardsbergen et on franchira aussi le fameux mur, le mur, le mur de quoi? Le mur de Grammont plusieurs fois. Alors c'est amusant parce qu'en fait, Gerhardsbergen et Mur, il y a une différence. Je le tiens d'un ami belge qui connaît les lieux puisqu'il y va souvent en vélo. Qui m'a bien dit, précise ça, donc vous voyez, ça vient pas de moi, je cite. En fait, quand vous voyez Gerhardsbergen, ça veut dire qu'on se contente d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée qu'on vient de voir là. Alors que quand il y a marqué mur, ça veut dire qu'on commence par faire Gerhardsbergen et ensuite on part à droite et on va comme ça tourner autour de la chapelle. Voilà. C'est donc la petite nuance parce que je me souviens vous avoir parlé une fois dans une vidéo, je ne sais plus laquelle bien évidemment. Je vous avais dit, tiens, c'est marrant, des fois le jeu met mur et des fois le jeu met Gerhardsbergen. Et ben voilà la différence. La différence, c'est que, voilà, si on s'arrête là, c'est Gerhardsbergen, ce sera à l'arrivée. Si on continue, c'est le mur, voilà. Donc, le fameux mur de Grammont, voilà. Donc, nous sommes en tête, ou en tout cas, pas en tête, hein, parce qu'il y a une jolie échappée avec notamment un Stibar, avec cette Van Marke. Il y a de jolies échappées dans cette étape. Ils ont pas mal de retard au général, donc on a un petit peu contrôlé, nous, du côté de l'Auto-Soudal. On a contrôlé, et puis, dans le final, oui, parce que finalement, quel est le seul danger réel au classement général? C'est Peter Sagan. Donc voilà, ça va terminer avec un enchaînement où on va pas prendre Gerhardsbergen, mais on va arriver de l'autre côté pour prendre. Vous voyez, on voit là exactement que on aurait pu arriver de l'autre côté, mais voilà. On prend la fin de ce qui s'appelle le mur. On prend la fin. J'ai fait partir Benoît, en espérant peut-être au minimum que Sagan ne nous reprendra pas, ou en tout cas ne nous dépassera pas. Et oui, parce que quand même j'avais senti un peu le vent du boulet avec les échappées, je trouvais que l'écart était quand même conséquent. Donc voilà, je vais partir de l'autre, et on va arriver à Gerhardsbergen. Voilà, victoire de Stibar, ça s'est pas affiché, c'est marrant. Stibar va gagner devant Seb Van Marke, et on a vu Warren Barguil qui fait 3, voilà, après tous les autres arrivent. Ce sont pas des pavés très très difficiles, hein, c'est à noter. Voilà, les petites récompenses individuelles, donc si je me note le général. Seb Van Marke, meilleur grimpeur. Oh, Stibar va garder l'étape, voilà. Ok, tableau d'honneur, terminé. On a ensuite un truc intéressant, c'est cette classique de Hambourg. Hambourg,
C'est super sympa. Après, on va pas se mentir, c'est pas la course la plus difficile à gagner sur Pro Cycling Manager. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cuvette. Cette cuvette qui va revenir 4 fois en tout dans le final, en tout cas dans les 70 derniers bornes environ. Elle va revenir, je sais plus si c'est 4 fois en tout ou 3 fois dans les 70 derniers, 4 fois, peu importe. À chaque fois qu'on passe, il y a moyen de faire des cassures. Il y a moyen de provoquer des cassures ici. Et ces cassures, à chaque fois, vous allez vous retrouver, si vous faites juste de l'effort curseur en approche pour aborder la descente dans les premières positions, d'une part, et c'est ce que je fais là par exemple. Vous voyez, effort curseur, on a Michael Matthews qui est chargé d'essayer de travailler pour son pote Bettiol, et puis si jamais ça tourne mal, c'est pour Matthews, en gros quoi. J'ai emmené mes petits punchers aussi, vous avez vu Van Houck qu'on a re-signé, qui a un bel avenir. J'ai emmené aussi Lambert, que je respecte beaucoup. Donc on a comme ça, j'en ai même Painu qui ira plus tard sur la Vuelta. Il est en course de, il est en fin de course de préparation en quelque sorte. Regardez la cassure qu'on a réussi à provoquer sur le dernier passage. Cassure intéressante. Après derrière, attention, hein. Voilà, par exemple, vous avez les quick steps qui roulent pour Fabio Jacobsen, leur sprinter. On est en 2021, donc il a eu le temps de bien grandir. Kasper Asgreen fait le boulot, on a l'habitude de tous cette tête-là, mais grosso modo, il y a une fatigue générale qui fait qu'on n'est pas repris en fait. On n'est pas repris, voire même, c'est peut-être le moment d'en placer une. On est à 5 km de l'arrivée, on a bien fait travailler tout le monde, il y a un petit Alberto Bettiol qui va se faire la malle, puis on va bien regarder qui est-ce qui est capable d'aller le chercher. Ben, c'est du grand classique sur Hambourg, hein. Si vous voulez gagner en solitaire, on applique à peu près ce plan-là, et puis en général, on y parvient, quoi, hein. Donc voilà, sympathique victoire d'Alberto Bettiol, qui avait besoin un peu de garnir sa saison 2021. Il faut qu'il justifie aussi ses 32 000, je sais plus, que je lui ai donné là. Ancien vainqueur de Milan-San Remo, c'était en 2019 dans la partie, respect. On voit qu'on était raccord au passage, puisqu'il avait gagné un monument en 2019. Bon, ça c'est pour rigoler, hein. Voilà, donc Bettiol, il va déjà poser une première pierre pour sa saison, et il va essayer d'en poser une deuxième, là, sur Plouet. Voilà. Mais, vous allez me dire, il y a Tim Wellens. Tim Wellens, c'est aussi quelqu'un, si je peux le faire gagner, il n'y aura aucun souci. Donc ce sera Bettiol ou Wellens, puis on verra bien comment est-ce que la course se goupille. Tout en sachant que j'avais prévu d'emmener Wout van Aert, mais évidemment, Wout van Aert, rideau. Voilà, c'est terminé. Donc le pauvre s'est blessé, hein, pour ceux à qui l'information ne serait pas passée. Alors c'est intéressant, j'adore cette course de Plouet là. Vous avez vu un petit chemin de terre là? Ah, sympathique ce chemin de terre. Plouet, super parcours. Je trouve que ça fait partie comme ça de ces courses dans Pro Cycling Manager où vous sentez vraiment que la difficulté du parcours permet comme ça d'éliminer progressivement des gens et de terminer avec un petit groupe de costauds. J'adore ces profils de course, personnellement, c'est vraiment un immense bonheur à chaque fois de jouer ça. On a comme ça des séries de raidillons qui sont géniales pour un puncher, juste génial. Dès que vous avez un coureur qui est très endurant, qui est très bon puncher, mais on se régale, surtout quand on emmène de l'équipier en veux-tu en voilà là. On a repris, hein, les Lambert, les consorts, même si on a un peu joué de malchance, on a eu des chutes là. Il y a des équipiers qui se sont fait éliminer sur chute, alors qu'honnêtement j'aurais pu les emmener un petit peu plus loin, mais bon, voilà, ça fait partie aussi, hein. Et donc on se retrouve à, suivre une attaque signée de Jenny Moscone, Michael Valgren et Oliver Nassen. On sait qu'il y a aussi Thomas De Gent qui a suivi. Et puis derrière, je me dis, ok, groupe de 6, il y a un écart qui commence à se creuser.
on est pas mal. On est pas mal, on est deux de la même équipe. Du coup, je me dis, allez, Bettiol, allez, tant pis. Tu vas rouler pour Wellens. Puis après, je me ravise, je me dis, si Bettiol, on le calait dans la roue de quelqu'un, et on tentait peut-être quelque chose avec Tim Wellens, du style départ dans la dernière difficulté. Puis regardez, j'ai commis une petite erreur, c'est qu'il s'est fait bloquer. Il s'est fait bloquer au moment où la pente était la plus forte et où au final, il aurait peut-être eu le meilleur moyen de faire un écart, alors qu'après, les autres le suivent. Les autres le suivent. Pourtant, Wellens c'est bien meilleur puncher que ses 5 autres coureurs. Hein. Et ouais, mais bon, c'est comme ça. Il se fait suivre. J'avais vécu la même chose avec Tish Benoît l'année précédente en me faisant déposer par Stuyven au sprint ensuite. Et donc là, incertitude totale, qui va l'emporter? Bon, là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce que ça se joue à je ne sais même pas quoi. C'est Alberto Bettiol qui va le prendre. Alberto Bettiol va prendre cette classique Bretagne. Plouet. Bah, c'est super. Franchement, doublé Hambourg Plouet. Que demander de plus? Je suis comblé. Comblé, comblé. On va parler un peu de la Vuelta et puis après je vous ferai un point sur les transferts. Vuelta, à mon avis, étape 1, 2, 3, il y a peut-être moyen de prendre le maillot. Il y a moyen de le garder jusqu'à au minimum le matin de l'étape 8. Après on verra un peu. Parce qu'il y a quand même 8, 10 contre la montre à la 11. Ouais, qui sont tendus. Il y a une 18 là qui finit, une 16 aussi. Et il y a beaucoup d'arrivées au sommet. Hein. J'espère qu'ASO nous fera pas payer quelque chose au moment de l'étape 15 là, qui vont pas me censurer quand on fera un tour chez eux. Blague à part. Et à part ça, 19, 20. Vous avez vu cette étape 20 là, monstrueuse. Bon après 21, il y a des signalés. Donc honnêtement, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, vous allez voir, j'emmène pas une équipe de Brock non plus. Hein. J'emmène Benoît en leader total. Et Omen Hirschi, Matthews, Mezek, Bourkman, Ghana, Painou, sachant que je protégerai le plus longtemps possible Bourkman et Mezek. Puis les autres, ils vont nous servir. C'est comme ça, c'est le deal. Il va falloir l'accepter. Puis pour terminer l'épisode, un petit point sur les évolutions là, au niveau des équipes déjà. On a la Katusha Alpecin qui va descendre en Continental Pro. On a également du côté de la Continental Pro, la CCC qui va monter en World Tour. Regardez bien United Healthcare Pro Cycling Team. On va en dire quelque chose. Il reste en Continental Pro, hein, ok. Il y a quelque chose à signaler. Alors, qu'est-ce qui est à signaler? Écoutez, tout simplement, le fait, non, c'est pas ça. Le fait, tout simplement, que quand on regarde les transferts et notamment la liste, je vais le faire équipe par équipe. Regardez, il y a quelque chose d'assez frappant déjà, c'est que, ok, AG2R, ils ont recruté Hirschi, ils ont re-signé Nassen, c'est Alaphilippe le frère, attention, hein, pas de blague, le frère, je sais pas d'ailleurs, je sais rien. Mais voilà, non, c'est pas tellement là que c'est trop à signaler. Mikel Landa qui est de la Movistar, il va du côté des Bahreïn. Ok, Colbrelli prolonge, d'accord, pas de problème. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il est ailleurs. Déjà, petite valse, Viviani part du côté de BMC, Denis prolonge, vous avez vu, ils sont assez stables hein, du côté de BMC. Ça va pas trop changer. Regardez, on aperçoit juste en dessous Michael Matthews qui vient comme ça prendre le spot de sprinter chez Bora avec une jolie équipe. Hein. Y a Sutterlin, Fogelsang, Felliné, Formolo. Ça va, il y a des trucs sympas, mais c'est pas tout ce que je voulais montrer. Recrutement de la CCC qui monte en World Tour, avec notamment Christophe, Roland, Kreuziger, Ackermann, joli sprinter Ackermann, hein, pas à négliger. Voilà, j'avais failli prendre Campenarts, mais je me suis dit, c'est cheaté. Pourtant, Campenarts vient juste de taper un record de l'heure et tout, j'avais envie de lui rendre hommage, Lotto Soudal en plus.
historique. Ouais, j'ai failli, mais j'ai pas craqué. J'ai pas craqué. Non, l'essentiel, il est un petit peu en dessous. Voilà, où est-ce qu'on va voir ça? Déjà du côté de la FDJ, recrutement de Greg Van Avermaet, de Sergio Luis Henao. Intéressant pour aller entourer l'ami, aider un petit peu l'ami Pinot. Que Collier, on l'a vu, va partir. Nous, on a nos petits recrutements. Tiens, au passage, je vais vous montrer quelque chose. C'est que j'ai recruté 2 coureurs. Serge Sali, un petit jeune de 20 ans, belge, sprinter, qu'on va voir si on peut développer. Et puis aussi, à peu près le même, mais en allemand. Alors attention, Hasenpush, voilà, petit 19 ans, sprinter, ok. C'est pas tellement ça l'essentiel de tout ce que je voulais dire. Attention, attention, on y arrive bientôt. Chavez, Russin, George Bennett arrive à la Mickelton Scott. Pas des masses de choses à dire. Movistar, regardez-moi ça, Movistar. Quintana resigne. Nibali resigne. Adam Yates arrive. Samomen arrive. Porte resigne. C'est pas mal, non? Ça leur fait Quintana, Nibali, Adam Yates, Omen, Richie Porte. 5 leaders potentiels. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, on passe à un truc qui est juste en dessous, au niveau de la Quick Step. Resignature de Alaphilippe et Gaviria ainsi que Terpstra. Jacobsen, il a pas finalement des notes de malade, hein, mais il a 24 ans. Ok. Il y a plein de petites lettres à changer, mais c'est toujours pareil, c'est la database d'origine. Bon, pas, tant pis, on sait, de toute façon, on sait quels sont les coureurs en question. Pareil, bon, Florian Sénéchal, qui est aussi chez Sky. Ok. De Beust nous quitte, il va chez Sky. Très bien, grand bien lui en face. Edward Turns, c'est dommage, je vous en avais parlé, il était super. Tout ça, il quitte la Quick Step, il va chez Diamond Shot Data, espérons qu'il va pas se noyer. Et on arrive, attention au truc qui va nous faire tous rigoler. Attention, ça fait pas rigoler, c'est juste sympa. Roglic qui revient après un passage chez Trek Segafredo, il revient chez Lotto Jumbo. Yes, tant mieux. Il y a Fabio Aru qui va pouvoir venir l'aider. Rafal Maïka, donc c'est sympa, il va être aidé, Roglic. Hein, peut-être que la Lotto Jumbo, elle peut aussi peser comme ça sur les grands tours. C'est cool, tant mieux. Attention, on va passer du côté de... Je pourrais encore signaler pas mal de choses, mais on va passer du côté de chez UAE Team Emirates. Peter Sagan, il arrive. Seb Van Marke, il arrive. Wout Van Aert, il y va. Marcel Kittel, André Ivarnas, ce sont des sprinters. Mais quand même, sur classique, on va rigoler, hein. Sur classique, Peter Sagan, Wout Van Aert, Seb Van Marke dans la même équipe sur Flandrienne. Bon bah écoutez, je voulais du défi, je crois que là, le défi, voilà. Rendez-vous donc à l'épisode 73. On verra dans quelle mesure je serai capable d'avancer cette Vuelta de sorte à vous la proposer en le minimum d'épisodes possible. Hein, c'est mon objectif, bien sûr. Je travaille parallèlement sur le Tour de France avec la Deceuninck et je vous donne mon verdict vu les sondages. La Deceuninck Quick Step, je vais garder le profil 2010 pour le Tour de France, mais je vous promets qu'on fera le 2019 très 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 rapidement, mais je le ferai même mieux qu'avec une de mes équipes comme ça qui ont beaucoup évolué. Je le ferai avec une équipe avec l'effectif 2019. Comme ça, on arrivera à se projeter un petit peu mieux, ce sera plus rigolo avec la database, la WorldDB 2019. Hein, ok. Donc, je ferai ça. Et puis, pour parler du même type de choses, je suis inquiet parce que je voulais caler le Giro 2019 pour la Scuderia Ferrari, mais voilà, il est encore un peu buggé au niveau des étapes qui s'enchaînent mal les unes avec les autres. J'attends que ça se stabilise.
parce que sinon, bah, ça va me bloquer un peu dans l'avancement, quoi. Donc, Giro, espérons qu'un ménage soit fait assez, assez bientôt. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt, épisode 73 avec l'Auto Soudal, ce sera vraiment focus, Vuelta. Allez, on y croit tous, et d'ici là, bye bye, amusez-vous bien, vive le cyclisme, évidemment.